Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, des logements en plus, des fauteuils roulants en moins. C'est une loi présentée aujourd'hui qui veut faciliter la construction, quitte à s'affranchir des normes handicapées. 10% de logements accessibles dans cette future loi au lieu de 100%. Grève SNCF jour 2, même cause, même punition pour ceux qui se déplacent en train. Comment sortir? Les syndicats de cheminots les plus modérés peuvent-ils trouver des points de convergence avec le gouvernement? À 8h15, débat entre le rapporteur de la réforme à l'Assemblée, Jean-Baptiste Djebari, et le leader de l'UNSA, deuxième syndicat de la SNCF, Roger Dillenseger. Dans ce journal, ces élus de banlieue qui se sentent abandonnés face à la montée du salafisme. Enquête du 8h avec Virginie Riva. Soupçon de corruption sur le maire du Kremlin-Bicêtre qui aurait tapé dans les caisses de sa mairie et de son parti pour jouer près d'1 million d'euros au PMU en 7 ans. Le textile qui recrée des emplois en France, nous dira Daniel Fortin. Et puis 50 ans après la mort de Martin Luther King, toujours pas de mélange dans les églises américaines. C'est à croire qu'ils adorent les sigles dans les cabinets ministériels. Leur dernière trouvaille se nomme Élan, acronyme qui signifie évolution du logement et aménagement numérique. L'idée générale de cette loi Élan, qui sera présentée ce matin en Conseil des ministres, est de donner un coup de fouet à la construction, mais pas d'élan pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Au contraire, Carole Ferry, le texte prévoit de réduire les contraintes et les normes qui font grimper les prix. L'idée n'est pas nouvelle, mais le gouvernement pourrait franchir cette fois une ligne très sensible. 100% des logements doivent être accessibles aux personnes handicapées. Aujourd'hui, la loi prévoit de passer à 10%. Les autres logements devront seulement être faciles à transformer si nécessaire. Une mesure qui fait hurler le directeur général de l'Association française des paralysés de France, Patrice Tripoteau. C'est vraiment catastrophique puisque on va revenir avec des logiques de quotas de logement, 10% seulement de logements accessibles, donc c'est discriminatoire. Et puis quand nous interrogeons le gouvernement, il dit oui mais ça sera possible de faire des travaux. Mais qui va payer les travaux? Donc nous sommes très inquiets, nous en avons fait part au ministre concerné pour que les derniers arbitrages reviennent sur ces mesures. Les associations estiment par ailleurs que cette mesure va à l'encontre du vieillissement de la population et de la politique de maintien à domicile des personnes âgées. Carole Ferry, la loi prévoit aussi une vaste réforme du secteur HLM avec regroupement obligatoire des bailleurs sociaux qui gèrent moins de 15 000 logements. À la SNCF aussi, la grève a pris son élan. Le premier jour hier a mobilisé selon la direction près de 34% des cheminots, ce qui n'est pas un chiffre historique, mais 17% des cadres ont cessé le travail et 40% des agents de maîtrise, ce qui est beaucoup. Et ce qui fait que comme hier, assez peu de trains roulent. Chanel Petit, vous êtes à la gare de Lyon. Au deuxième jour, au moins, les usagers sont prévenus. Et donc, il y a très peu de monde autour de vous. Ah oui, je peux vous dire que les gilets rouges nombreux ce matin ne sont pas débordés. J'ai même aperçu tout à l'heure une partie de pierre-feuille-ciseaux, c'est vous dire. Personne à qui distribuer un café, pas de voyageurs inquiets sous le panneau d'affichage à renseigner. Les usagers ont préféré ce matin miser sur les bus ou le covoiturage. Le premier TGV pour Marseille est donc parti il y a quelques minutes à moitié rempli seulement. Pour le plus grand bonheur d'Anaïs, étudiante à Avignon, qui a même pu s'allonger sur 2 sièges. Je suis ravie. Je suis d'autant plus ravie que je pourrais prendre mon train. Si je me suivais aussitôt, c'est pour être certaine d'avoir un train et de pouvoir m'asseoir dedans et de passer un voyage plutôt normal. C'est super. Alors ça contraste avec les images d'hier, la foule compacte serrée sur les quais étroits, amassée jusque dans les boutiques. Ce matin, ces boutiques, elles sont vides. Ambiance beaucoup plus feutrée, silence seulement brisé par les annonces et quelques notes de piano jouées par des voyageurs qui ont souvent beaucoup de temps devant eux. Chanel Petit à la gare de Lyon, des gares vides et des routes pleines, 400 km de bouchons cumulés en ce moment en région parisienne. Retour à la normale prévu demain matin si tout va bien et nouvelle phase de grève prévue à partir de samedi prochain 19h jusqu'à mardi matin 8h et débat à suivre après le journal entre le rapporteur de la majorité et le numéro 1 de l'UNSA ferroviaire. Dans les facultés, l'agitation se poursuit. À Paris, blocage illimité à Tolbiac et pour 3 jours à Paris 4 Sorbonne. Pourtant, le premier syndicat étudiant, la FAGE, approuve la réforme Parcoursup. Le président de Parcoursup dénonce, le président de la FAGE, Jimmy Losfeld, dénonce les blocages et les violences. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin avec Raphaël Duchemin. Moi, je pense que c'est politique, c'est syndical, parce que sous couvert de démocratie, on se dit on va donner la parole et la libre expression aux étudiants. Sauf que moi, j'ai des fédérations qui se font cracher dessus, qui reçoivent des menaces de mort, ce qui a donné lieu par ailleurs à des mains courantes. Il est insupportable de voir la montée de ces violences. Il est insupportable de voir que dans certaines assemblées générales,
parle, il y a quand même un vent de démagogie pas possible, où on vient raconter et colporter des contre-vérités. Donc voilà, le contexte, encore une fois, est pas très sain et même pour nous est assez opaque parce que c'est pas des mouvements spontanés étudiants. Le président de la FAGE, Jimmy Losfeld, premier syndicat étudiant, avec Raphaël Duchemin. On parie que vous allez gagner, slogan du PMU qui ne vaut pas vraiment pour le maire du Kremlin-Bicêtre au sud de Paris. Non seulement il n'a pas gagné, il a laissé dans sa passion des courses près d'1 million d'euros en 7 ans, 45 000 paris, 3 000 euros par jour. Mais en plus, cet argent serait celui de la corruption. La justice l'accuse d'avoir touché des pots de vin sur des marchés pour assouvir son addiction au jeu. Il vient d'être mis en examen. Reportage dans sa ville, Mathieu Bock. Aujourd'hui, Jean-Marc Nicole se fait très discret. Il ne veut pas répondre aux journalistes. Son avocat parle d'ailleurs d'une affaire privée. Mais dans les rues de sa ville, le montant astronomique des sommes qu'il aurait joué au PMU, plus de 970 000 euros détournés lors d'attributions de marchés publics, déçoit les habitants. Ce qui arrive au maire n'est pas de l'ordre du privé. Qu'il ait une addiction, cela lui revient. Mais nous n'avons pas à en être responsables. Il y a des gens qui ont des vices de femmes, de jeux, d'alcool et tout ça, mais qui arrivent quand même à surmonter, à maîtriser. Du côté de l'opposition, le choc est identique, surtout que le maire a toujours mis en avant le fait qu'il était resté un simple conducteur de métro, confie Bernard Obag, un élu Modem. Quelle déconvenue pour tous ces habitants, dont certains peuvent être au RSA, au chômage, qui vont entendre parler de sommes incommensurables. Mais Jean-Marc Nicole est également accusé d'avoir détourné l'argent de son propre parti, une trahison pour Bastien Faudeau, le porte-parole du MRC. Parce que la question est plus de savoir s'il veut être maire ou pas, il ne peut plus l'être. Maintenant, il faut qu'il rende l'argent. Pour l'instant, Jean-Marc Nicole est toujours maire de la ville, mais la question sera sûrement évoquée lors du prochain conseil municipal, prévu dans une semaine. Reportage de Mathieu Bock au Kremlin-Bicêtre, près de Paris. En bref, la bactérie tueuse d'Olivier, détectée il y a 5 ans en Italie, est en train de se propager en Corse. Elle y touche Olivier donc et chêne vert. Des élus locaux en première ligne face au communautarisme, prédicateurs ou associatifs qui tissent leur toile et remplacent parfois les services publics. C'est l'enquête de 8h. Bonjour Virginie Riva. Bonjour Patrick. Ce qui domine aujourd'hui face à la montée du salafisme, c'est un sentiment d'abandon des élus. Oui, face à des salafistes organisés, structurés, qui cherchent à étendre leur influence en proposant des services culturels, éducatifs, sportifs et avec des stratégies d'implantation. Les élus ne sont pas formés et comprennent souvent trop tard ce qui se trame. Premier exemple à Équevilly, dans les Yvelines, commune de 4000 habitants. Une association salafiste est expulsée de sa salle de prière par le Conseil d'État pour des prêches radicaux. Elle dépense donc un nouveau permis de construire parfaitement en règle. La voie légale pour bâtir un nouveau lieu de prière. Impossible de faire barrage, dénonce la maire Anke Fernandez. Ils nous ont fait visiter la salle de prière en construction. Et on a très bien compris, ils avaient prévu de faire des salles de classe, c'est pas qu'une petite salle de prière. Il y a un vrai projet derrière et qui n'a absolument pas sa place sur la commune. Et quand elle a compris la nouvelle stratégie de l'association, la maire a écrit au ministère de l'Intérieur, mais pour l'instant, aucune réponse. Pas de réponse de l'État qui ne semble pas prendre la mesure de la force de frappe des salafistes. Oui, c'est ce que déplorent tous ces élus qui se sentent seuls, sans soutien. Prenez le député socialiste François Pupponi, ancien maire de Sarcelles. Là où avant, dans sa ville, les militants historiques communistes étaient présents, maintenant il n'y a plus personne et seuls les salafistes réussissent à mobiliser. Je prends l'exemple d'une association qui fait du soutien scolaire. Eh bien, ils ont essayé de prendre juridiquement le pouvoir de la Maison des Jeunes et de la Culture, qui est une instance historique de la ville. Moi, je me rappelle d'une assemblée générale où cette association est venue avec 180 membres qui venaient un peu de partout pour voter, pour prendre le pouvoir et occuper le lieu pour ensuite faire ce qu'elles avaient envie de faire. Donc, c'est des stratégies de gens qui sont compétents, militants, très structurés, organisés et financés. Selon lui, l'État n'a aucune stratégie pour lutter contre l'implantation de ces réseaux. Pas de concertation entre l'État et les élus, les renseignements territoriaux qui ne suffisent pas. Alors chacun fait ce qu'il peut. Oui, exemple avec Philippe Juvin, maire LR de la Garenne-Colombe, face à ce qui aurait pu ressembler à une banale association d'aide aux devoirs. Il voulait prendre ce local pour y donner des cours réservés aux garçons. J'ai envoyé 2 ou 3 animateurs de la ville qui se sont installés physiquement dans le local et j'ai organisé moi-même en quelques jours les fameux cours de rattrapage pour les garçons et pour les filles. Voilà, il faut occuper l'espace, explique ce maire, et l'occuper culturellement. Dès septembre, dans les centres aérés, il lancera des cours sur les héros de la civilisation européenne. C'est sa solution à lui. Enquête du 8h signée Virginie Riva. Merci beaucoup Virginie. L'économie, c'était le symbole des ravages de la délocalisation après 40 ans d'une terrible crise.
crise, l'industrie textile recrée enfin des emplois en France. Daniel Fortin. Oui, les embauches nettes ont progressé de 0,2% l'an dernier. Alors ça reste encore un chiffre très faible, mais c'est une véritable inversion de tendance après une saignée sociale mémorable. Il ne reste plus que 60 000 personnes travaillant dans le textile en France aujourd'hui. Elles étaient encore 120 000 il y a 15 ans. La concurrence chinoise et, vous l'avez dit, les délocalisations vers des pays à faible salaire comme l'Asie ou le Maghreb ont fait beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, le paradoxe, c'est que le secteur ne repart pas aussi vite qu'il le voudrait, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à recruter les bonnes personnes. Ce sont des centaines de postes aujourd'hui qui ne sont pas pourvus. Il n'arrive pas à recruter, comment est-ce possible avec un taux de chômage de 8,5% en France? Eh bien, le textile a une image de secteur sinistré. Du coup, les formations se sont raréfiées. Or, les produits qui sortent aujourd'hui de nos usines, situées pour la plupart en région, sont de très haute technicité. On travaille de moins en moins pour le prêt-à-porter, de plus en plus pour des secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile. Il faut des ouvriers qualifiés. Or, on en manque dans ce secteur, comme d'ailleurs dans toute l'industrie en France. C'est, on le sait, l'un des principaux freins à la reprise de l'économie en cours. Daniel Fortin des Échos, merci. 4 avril 68, il y a 50 ans, Martin Luther King était assassiné à Memphis. Dans l'héritage de ce héros de la lutte contre la ségrégation, il y a cette phrase célèbre sur l'heure de la messe aux États-Unis. C'est l'une des tragédies honteuses de notre nation. Le dimanche à 11h du matin est l'heure où règne la plus grande ségrégation dans l'Amérique chrétienne. Noir et blanc qui ne se mélangent toujours pas 50 ans après dans l'immense majorité des églises d'Amérique, sauf dans la Middle Collegiate Church à New York où s'est rendu pour Europe 1 Xavier Yvon. Le dimanche à 11h, dans cette église du Lower East Side, c'est l'heure de la communion des couleurs de peau. Black and brown and white, it looks like the subway, except people are in a good mood. Noir, brun, blanc, c'est comme dans le métro, mais avec des gens de bonne humeur, dit la pasteur. Noir, sur les 300 000 églises du pays, seuls 8% sont mixtes, dont celle de la révérende Jackie Lewis. C'est loin d'être suffisant. Je pense que Martin Luther King nous demanderait de réexaminer notre engagement dans l'Évangile. Il savait que pour avoir l'égalité dans les écoles, dans les quartiers, dans les entreprises, il fallait mettre les gens ensemble dans une même communauté. Et ça, c'est l'un des rôles les plus importants d'une église. 50 ans après, il reste donc du travail. On a sous-estimé la profondeur du mal chez les Blancs, explique l'autre pasteur qui sait de quoi il parle. Rob Stevens a grandi dans une église totalement blanche du sud du pays. Il y a une Père Noëlisation de Martin Luther King, dit-il. On en a fait un personnage souriant qui veut juste qu'on soit gentils les uns avec les autres. Ce n'est pas ça qu'il voulait. Il voulait une révolution. 50 ans après, on parle encore de révolution, comme le chante la chorale d'enfants de toutes les couleurs dans cette église qui tente de faire vivre le rêve de Martin Luther King. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Dans un instant, nos invités sur la réforme de la SNCF. Peut-il y avoir un point de convergence entre syndicats et gouvernement? Débat entre le rapporteur de la réforme à l'Assemblée, Jean-Baptiste Djebari, et le leader de l'UNSA, deuxième syndicat à la SNCF, Roger Dillenseger. Europe.